conte qui m'a beaucoup marqué, c'est Pinocchio de Carlo Collodi. Il était une fois les contes. Les contes, comme leur nom l'indique, se racontent. Ou plutôt, ils se racontaient. Quand il n'y avait pas de télévision ni radio, quand tout le monde ne savait pas lire et qu'il n'y avait pas de livres partout. Alors, le soir, pour s'occuper, se divertir, se parler, les gens se retrouvaient ensemble et se racontaient des histoires autour du feu. Conte à rebours. Geoffroy, bibliothécaire, raconte son conte. Je suis entré dans l'histoire de ce conte-là avec l'adaptation télévisée de Luigi Comencini de 1972, qui était en 6 épisodes. Je devais avoir 6-7 ans et ça a été une révélation. Ça a été un choc. J'ai adoré tout de suite l'histoire de ce menuisier qui veut être papa, qui n'arrive pas à être papa et qui va trouver un bout de bois cédé par son voisin pour en faire un petit garçon, puisqu'il est tout seul. On est dans une Italie qui est assez rurale, très très pauvre. Les choses qui m'a marqué aussi, c'est le côté transgressif du personnage. Pinocchio n'est pas forcément un modèle de vertu et il va lui arriver énormément de choses qui sont très cruelles, déjà dans la version pour la télévision. Et on m'a offert la version littéraire, le conte dans son entier, que j'ai découvert. Ouais, ça va de déconvenu en déconvenu au fur et à mesure que Pinocchio continue, presque malgré lui, de désobéir. Ce désir d'être à la fois libre, émancipé du schéma familial, de l'école, de la société, de la justice, de tout ce qui peut faire en sorte qu'un individu se tienne bien. On a un petit garçon qui est un pantin, qui envoie valser tous ses codes. Et je pense qu'il y a ça qui m'a marqué, parce que forcément, quand on est petit garçon, on se dit « Ok, donc il fait ça, en fait. » Et en plus, non seulement il transgresse, mais ce qui lui arrive en retour est cruel. C'est pas un récit qui est tendre envers son personnage principal. Alors Pinocchio, c'est donc l'histoire déjà de Geppetto, le menuisier, comme je le disais, qui veut devenir papa et qui taille dans un morceau de bois de quoi faire un petit garçon. Il espère avoir un petit garçon et on a donc le personnage de la fée bleue qui vient exaucer le souhait de Geppetto. Sauf que la condition, c'est qu'en gros, le pantin qui va prendre vie pourra être un petit garçon une fois qu'il aura été bon et sage. Sauf que c'est pas du tout ce qui va se passer. De fil et de bois, une branche qui s'allonge, mensonge. Une fois que le pantin est animé de vie, il y a une chose, c'est prendre la fuite, quoi. C'est prendre la fuite et en même temps, il y a ce côté naïf qui fait qu'il va suivre absolument toutes les nouvelles personnes qu'il rencontre en chemin. Je sais pas si je m'identifiais à lui, mais en tout cas, il y avait un côté admiratif. Il y avait de l'admiration pour ce personnage malgré tout. Oui, il y avait le côté transgression chez lui, où en gros, il va rencontrer par exemple le personnage du chat et du renard, qui sont deux crapules. Il va aller à l'école, mais lui-même est admiratif du cancre de la classe, qui passe son temps à faire l'école buissonnière. Voilà, il y a toute une série d'événements qui faisaient et qui font encore maintenant, quelque part, que le personnage a une dimension de rebelle, mais je pense que le mot transgression est plutôt juste. Ce dont nous parle Geoffroy, c'est de liberté. Et c'est justement la différence de propos entre Comencini et Collodi. Didier Roth-Bettany, journaliste et historien du cinéma, nous explique que Luigi Comencini nous montre un garçon qui apprend la vie à travers les épreuves et qui est fier de son indépendance d'esprit. Un mélange d'admiration et un peu d'effroi parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de choses cruelles qui vont lui arriver. Il est transformé en âne, il est utilisé par un circassien comme une marionnette parlante, il est menacé d'être mis au feu si jamais il ne suit pas les règles. Il est arrêté par les gendarmes. Il y a un moment donné, dans le courant du récit, il est affamé. Et il trouve des grappes de raisin dans un champ de raisin qui appartient à un fermier qui est très en colère, super mécontent du fait qu'il ait été volé du fruit de son travail. Et comme il a plus de chien, il lui dit écoute, t'as volé, tu vas remplacer mon chien. Donc je vais t'attacher
à la niche, tu vas aboyer s'il y a des rôdeurs. Mais le truc qui m'a, je pense, le plus marqué, c'est vraiment à la suite d'une de ces nombreuses déconvenues, c'est le chat et le renard qui sont déguisés en voleurs et qui veulent justement dérober le peu d'argent qui reste à Pinocchio, sauf qu'il n'en a plus. Et en fait, ils le pendent. C'est juste... Et moi, encore une fois, j'avais la version de Comencini en tête et j'étais à milieu de m'imaginer que j'allais lire un truc comme ça, quoi. Alors, la version de Comencini est plutôt réaliste, très sociale. À mon âge, c'était déjà pas mal. Mais le roman, le conte est vraiment cruel, quoi. C'est hallucinant. Selon Didier Roth-Bettoni, Luigi Comencini a profondément modifié le conte tout en lui restant étonnamment fidèle. Là où Collodi fait œuvre moralisatrice, Comencini montre un garçon libre et rebelle. Et quand, dans la conclusion du conte de Collodi, Pinocchio s'écrie « Combien je suis satisfait maintenant d'être devenu un petit garçon comme il faut ». Chez Comencini, on entend « Les aventures extraordinaires de Pinocchio sont terminées. Maintenant va commencer pour lui une autre aventure, la vie. » Une scène qui m'a fasciné, c'est la conclusion. Je savais pas trop justement à quoi m'attendre. De mémoire, les deux adaptations donc de Comencini et de Disney finissent sur Geppetto et Pinocchio qui s'évadent de la baleine dans laquelle ils sont retenus prisonniers. Ça aussi terrible. Pinocchio qui essaie de retrouver son père et qui perd la piste de son père et qui finit par la redécouvrir. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont assez éprouvantes dans ce conte. Mais dans le conte, l'histoire continue. Ils trouvent refuge sur une île. Et en fait, à partir de là, Pinocchio a appris de toutes ces épreuves. Il y a un autre ton. Ça m'avait beaucoup marqué parce que justement, évidemment, in fine, il se transforme en petit garçon. Donc il y a une fin heureuse. Ça m'avait marqué par cette espèce de douceur qu'on n'attend plus, de tendresse qu'on n'attend plus et qui finit par arriver comme ça, justement sur une île, comme une sorte de vague qui vient, hop, comme ça. C'est la sensation que ça m'a fait. Je peux pas vous dire mieux. J'étais tellement fan de Pinocchio que mon parrain, qui avait des talents en menuiserie, avait fait un modèle de Pinocchio quasi grandeur nature pour moi. C'est vous dire si ça a de l'importance. T'as des parties d'incompréhension qui, chez Pinocchio, il comprend pas. En fait, il comprend pas pourquoi. Est-ce que c'est vraiment mal ce que je fais ? Est-ce que mentir c'est vraiment mal ? Puis la manière dont on a de lui administrer les leçons, que ce soit des leçons physiques ou des leçons, de réflexion, ça provoque à la fois de l'incrédulité, de la colère, et forcément tu te mets à sa place. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut voir aussi, le conte, non pas uniquement pour une espèce de pamphlet moral, mais aussi comme quelque chose qui appelle à la liberté, à la désobéissance. Il y a un côté ambigu que je vois peut-être plus maintenant, qui continue de me séduire et qui fait que j'ai encore beaucoup d'attachement pour ce conte maintenant. Voilà, Compte à rebours, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu un court extrait du générique du film de Luigi Comencini, Pinocchio, composé par Fiorenzo Carpi. Par le truchement de ma voix, vous avez entendu les propos du journaliste Didier Roth-Bettoni. Et comme toujours, merci à Paolo, Bertrand et Geoffroy pour les morceaux de guitare. Et bien évidemment, à Geoffroy, bibliothécaire, pour son témoignage. Il était une fois deux princesses, Nathalie et Emmanuelle, qui vous donnaient rendez-vous pour de nouveaux épisodes de Compte à rebours.